remettant à la voile, on gouverna 7 fois vers Marseille et Toulon, mais au moment d'aborder, on s'est cru encore perdu au coucher du soleil sur le flanc gauche du vaisseau et précisément dans ses rayons. On compta jusqu'à 30 voiles qui arrivaient en vent arrière quand Tom, dans sa frayeur, proposa au général d'armée les grands canons de la frégate de ses meilleurs matelots et d'essayer, à la faveur de la nuit, de gagner la terre de sa personne. Napoléon s'y refusa, observant qu'il serait toujours à temps de prendre ce parti, et commanda de continuer la route comme si de rien n'était. Cependant, la nuit s'était faite, et plus tard, l'on entendit les coups de canon, signaux de l'ennemi, mais au loin et précisément derrière, preuve évidente qu'on n'en avait pas été aperçu. Au jus, on mouilla dans Fréjus, on sait le reste. L'empereur finit la soirée en citant très bien bizarre exemple des fortunes arrivées vers ces mêmes parages et vers ces mêmes temps. Un caporal déserteur d'un des régiments de l'armée d'Égypte s'est mis dans les Mamelouks et y est devenu bey. Il écrit depuis à son ancien général. Une grosse vivandière de l'armée est devenue favorite du pacha de Jérusalem. Elle ne savait point écrire, mais elle a fait faire des compliments et assuré qu'elle n'oublierait jamais sa nation et protégerait toujours la Français et les chrétiens. C'était, disait l'empereur, la zaïre du jour. Enfin, une jeune paysanne du Cap Corse saisie dans un bateau pêcheur par des barbaresques a été gouverneur le souverain de Maroc. L'empereur, après quelques communications de relations extérieures, avait fait, disait-il, venir de Corse à Paris, le frère de cette paysanne. L'avait-on soit peu dégraissé, nippé, convenablement. Elle avait envoyé à sa sœur, mais il n'en avait jamais entendu reparler depuis. L'empereur s'est retiré tard. Il avait causé plus de 3 heures. Vendredi 30, sur les 4 heures, j'ai cité joindre l'empereur. Il venait de travailler sous la tente. Le gouverneur avait répondu aux différentes lettres dictées par l'empereur à M. de Montalon. À la première, contenant la protestation contre le traité de est une foule de griffes. Il n'a trouvé d'autre réponse que de demander quelle lettre il nous avait retenu. Nous ne pouvions le lui dire précisément puisque nous ne les avions jamais vus. C'était nous qui le lui demandions. Lui seul le savait. Quant à la seconde lettre qui portait que l'empereur ne recevrait plus jamais personne, qui parlait pas du grand maréchal, commentant de l'admiral Cockburn, le gouverneur a répondu qu'il était fâché, que le général Bonaparte se trouva importuné de visites indiscrètes à Longwood, et qu'il allait s'empresser de remédier. Ironie révoltante et sans homme dans la position où se trouve l'empereur et le sens dans lequel lui avait écrit Monsieur de Montalon. Après le dîner, l'empereur a gagné le salon et nous a fait asseoir autour de la même table en séance académique, disait-il. Il s'est mis à dicter quelques objets qu'il rejetait après leur lecture et la conversation à leur repris et s'est fort prolongé. Partie sérieuse, partie égayée. Il était près d'une heure quand l'empereur s'est retiré. Depuis quelque temps, nous rions plus que de coutume. C'est bon signe. L'empereur est mieux portant, plus gai, plus causant. Samedi 31, doute historique, le duc d'Orléans, régent, Madame de Maintenon, son mariage avec Louis XIV. L'empereur
s'est levé de très bonne heure. Il a fait le tour du parc tout seul. À son retour, ne voulant, disait-il, faire réveiller personne, il avait saisi mon fils, qu'il avait trouvé debout, et lui a dicté 2 heures sous la tente. Nous avons tout déjeuné avec lui. Nous avons fait le tour en calèche. L'empereur parlait des doutes historiques. Après plusieurs citations assez curieuses, il a conclu par ou concernant les régents. Si Louis XV était mort enfant, disait-il, en rien n'était si possible. Qui eût douté que le duc d'Orléans n'eût été l'empoisonneur de toute la maison royale? Qui eût osé le défendre? Il a fallu qu'un enfant survécu pour qu'on pût, sur ce point, rendre justice à ce prince. L'empereur alors revenait sur le caractère du duc d'Orléans et surtout sur cette heure dans l'affaire des princes légitimés. Ici était dégradé, répétait-il, et ce n'est pas que la cause de ceci ne fut mauvaise. Louis XIV usurpait un droit en les appelant à la succession la nation, à l'extinction de la maison royale, rentre indubitablement dans ses droits. C'est à elle à choisir. L'acte de Louis XIV n'était sans doute qu'une erreur de sa grande élévation. Il pensait que tout ce qui sortait de lui devait être grand. Et il semblait se douter pourtant que tout le monde ne penserait pas comme lui, car il avait pris ses précautions pour affermir son ouvrage en donnant ses filles naturelles au prince de son sein et faisant épouser à ses bâtards des princesses de sa maison. Quant à la régence, il est bien sûr qu'elle revenait des droits au duc d'Orléans. Le testament de Louis XIV n'était qu'une niaiserie. Il violait nos lois fondamentales. Nous étions une monarchie et il nous donnait une république pour régence.